Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claire Daillot-Fiselier, je suis médecin anesthésiste réanimatrice au CHU de Poitiers. Je suis présidente du comité réanimation et je suis ravie de vous accueillir, on est tous au nom du comité réa, on est tous ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. C'était l'occasion de vous présenter un petit peu le comité. Alors, le comité réanimation, c'est 16 membres élus. Une présidente et une secrétaire, Fanny Boone, et deux membres du conseil d'administration, Jean-Michel Costantin et Olivier Langeron, et la représentante du comité IDE, Claire Fazillot. Donc tout ce petit monde travaille à faire tous les supports pédagogiques que vous pouvez avoir. On travaille à réfléchir autour de la réanimation au sein de notre société savante. Et on organise le programme de réanimation des congrès, on organise les journées comme aujourd'hui, et également des formations comme la semaine dernière pour la formation prélèvement d'organes. Donc voilà le travail du comité réanimation, et on se réunit tous les mois pour ça, pour pouvoir réfléchir à tout ça. C'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'on a élaboré tous ensemble une affiche qui est dédiée à accueillir, à informer les familles, vos proches, les proches de nos patients dans les salles d'attente. Cette affiche, les dispositifs médicaux en réanimation. Juste pour rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des QR codes pour chacun des dispositifs et ça renvoie un petit film vers YouTube pour que les membres du comité et d'ailleurs des non-membres aussi qu'on a sollicités puissent... on a fait des films et puis ça renvoie et donc c'est explicatif sur les différents dispositifs, mais aussi sur l'équipe de réanimation et toutes les professions qui gravitent autour de la réanimation et que les proches de nos patients peuvent rencontrer dans nos réanimations. Donc, on vous invite à en prendre. On vous en a apporté aujourd'hui, donc vous pouvez l'avoir gratuitement, il n'y a pas de souci. Et le ramener dans votre réanimation pour pouvoir l'afficher comme nous, on a commencé à le faire au sein du comité dans nos salles d'attente. Enfin, comme je vous disais, on travaille pour essayer de trouver, d'élaborer des outils pédagogiques. Et là, la dernière nouveauté qu'on a faite, alors l'application mobile SPHAR a été repensée en globalité, ça c'est pas le comité, mais par contre nous on a travaillé sur les fiches réa, qui sont des fiches on a je crois que c'est 19 ou 20 fiches sur des grandes thématiques. Alors il y en a plein d'autres à venir, mais pour l'instant on commence avec ces 20 premières fiches. On a environ une trentaine d'algorithmes de prise en charge et c'est dans votre mobile, ça sera dans votre poche et on espère qu'elle vous rendra service, cette appli. Donc pour pouvoir y accéder, moi j'ai été obligée de désinstaller l'appli SPHAR que j'avais sur mon téléphone et de réinstaller la nouvelle version. Donc vous pourrez tester ça aujourd'hui, nous faire des retours en direct et ça nous fera plaisir si ça vous plaît. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Je vais passer la parole à mes collègues qui ont organisé cette journée, qui ont élaboré le programme, Fanny Boone, Antoine Moncel et Olivier Collange. Donc j'invite à vous présenter cette journée. À plus tard. Bonjour à toutes et tous. On va être assez rapide. Juste merci infiniment d'être ici. Vous êtes plus de 250 inscrits, donc vous avez vraiment répondu à l'appel. Juste pour faire un petit peu une idée, c'est environ 40% de praticiens hospitaliers, une dizaine de pourcents de libéraux, 13% de chefs de clinique et universitaires et 24%, un gros quart d'internes. Donc on est assez content du panel que représentent les gens inscrits. On remercie beaucoup la société GL Events et les sponsors également de la journée que vous retrouverez aux instants de pause. Concernant le programme, on a essayé de faire une journée qui vous ressemble et qui parle à toutes et tous, que vous travaillez dans une réanimation hyper spécialisée ou dans une réanimation polyvalente, en CHU, en CHG, en clinique ou autre. Donc on espère que cette journée répondra à vos attentes. Et on a traité, vous avez vu, le tube digestif dans son ensemble.
C'est une journée également qui est marquée par la pluridisciplinarité, puisqu'il n'y a pas que des anesthésistes réanimateurs qui interviendront, mais aussi des radiologues, gastro-entérologues, chirurgiens notamment, et on a beaucoup de chance de les avoir. Et je tiens aussi à excuser 2 des oratrices qui ne pourront être présentes pour des raisons de Covid et de grève de train. Donc la docteure Alice Blé de Lyon et la professeure Barbara Bournet de Toulouse. Mais elles nous ont fait parvenir leur PowerPoint sonorisé. Donc bien entendu, vous aurez la présentation et on aura un temps de questions en fin de session. Et elles se tiennent entièrement à votre disposition. Vous revenez vers le comité Réa si vous avez des questions spécifiques. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Et voilà, Fanny a tout dit. Franchement, on est très très heureux d'être là avec vous. L'organisation a été extrêmement fluide. On remercie vraiment les organisateurs. Un grand merci au comité scientifique de cette opportunité de venir vous parler de ce sujet vraiment qui est un défi médico-chirurgical. Et donc, comme l'a dit Fanny, vous êtes vous-même un panel représentatif. Vous venez du libéral, du public. Il y a des internes, il y a également du post-universitaire et enfin cette pluridisciplinarité qui permet de répondre à ce défi que représentent ces urgences digestives. Donc vraiment bienvenue à tous et excellente journée monothématique. Très bien, donc nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les hémorragies digestives et c'est le professeur Roland Amathieu, chef de service du département, responsable du département de l'hôpital de Gonesse, qui vient nous faire cette présentation. Merci. Roland. Bonjour chers collègues. Donc les spécificités anesthésiques de l'hémorragie digestive ou les spécificités que l'anesthésiste doit connaître pour la prise en charge de l'hémorragie digestive. Non, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, juste pour remettre un peu le cadre sur l'hémorragie digestive, vous savez que les hémorragies digestives, 80%, la majorité sont des hémorragies digestives hautes. Les hémorragies digestives hautes, classiquement, se divisent en 2 grands types de pathologies, la pathologie ulcéreuse et l'hypertension portale. Alors, on ne parlera pas des traitements spécifiques. Pathologie ulcéreuse, c'est les IPP, l'hypertension portale, on va mettre un vasoconstricteur, que ce soit la somatostatine, l'octréotide ou la terlipressine. Ensuite, nous avons les hémorragies digestives basses, qui sont souvent, on est souvent appelées parce qu'elles sont impressionnantes, avec les grosses rectorragies, mais rarement graves. Et ça représente à peu près 20% des hémorragies. Et un petit piège dans ces hémorragies, c'est que 10% de ces hémorragies digestives basses, qui se présentent sous forme de rectorragie, sont des hémorragies digestives hautes. Là, par contre, c'est souvent des hémorragies qui sont importantes, avec une mauvaise tolérance hémodynamique. Juste pour mettre le cadre sur la mortalité aussi, c'est la première urgence digestive, pardon, avec une mortalité globale qui est de l'ordre de 10%. Et si on regarde l'hémorragie digestive haute, avec la pathologie ulcéreuse, c'est plutôt une pathologie de l'homme d'âge moyen, c'est 5% de mortalité. Lorsqu'on regarde l'hémorragie digestive haute par hypertension portale, là, la mortalité est beaucoup plus importante, de l'ordre de 15%. Et si on regarde plus précisément chez le patient cirrhotique, en fonction de la gravité, lorsque vous avez des patients cirrhotiques Chai C, la mortalité est de l'ordre de 20 à 25%, et les Chai A, les moins graves, de l'ordre de 10%. Pour les hémorragies digestives basses, vous avez vu 2 à 4%, ce n'est pas une mortalité très très importante. Alors, de quoi allons-nous parler pour les spécificités anesthésiques? Nous avons parlé de la prise en charge, bien sûr, des voies aériennes chez le patient présentant une hémorragie digestive et essentiellement haute, parce que la coloscopie, vous le savez, dans l'hémorragie digestive basse, ce n'est pas le premier examen. Si elle est importante, on fera plutôt un angioscan. Donc, on va surtout parler des hémorragies digestives hautes. Et la question qui brûle les lèvres à tout le monde est: est-ce qu'il faut intuber tout le monde? Je vais essayer de répondre à cette question. Ensuite, nous parlons un peu des spécificités sur le remplissage, la transfusion et l'utilisation des antifibrinolytiques dans ce contexte. Et enfin, nous parlerons de l'antibioprophylaxie. Faut-il faire ou non une antibioprophylaxie chez ces patients? Alors, pour la prise en charge des voies aériennes, faut-il faire une anesthésie pour tout le monde? Première question. Et deuxième question, faut-il intuber tous les patients? Alors, avant d'essayer de répondre, on va regarder quelles sont les pratiques. Alors, on n'a pas d'études françaises qui a regardé un peu les pratiques, on a surtout des études danoises et américaines. Alors si on regarde les études danoises, qui sont relativement récentes, c'est entre 2015 et 2016, la prise en charge anesthésique, c'est-à-dire une anesthésie pour une hémorragie digestive dans les hôpitaux danois,
c'est très variable. Ça va aux alentours de 7% à 99% de prise en charge anesthésique selon les hôpitaux. Si on demande aux médecins anesthésistes danois, est-ce que vous faites une anesthésie avec intubation pour la prise en charge d'une hémorragie digestive, globalement, plus de 50% répondent oui, on fait une anesthésie générale avec intubation pour la prise en charge des hémorragies digestives, sans dire quel type d'hémorragie c'est, si elle est grave ou pas grave. Enfin, 10% d'entre eux font une sédation. Et il y a une troisième étude dans le British Journal of Anesthesia, a été une étude de prévalence. Si on regardait combien d'intubations prophylactiques il y avait, en gros 60%, ce qui correspond aux 56% des marques qui déclaraient faire l'AG avec intubation, 60%, quasiment 59%, des patients ont une intubation prophylactique. Si on regarde plus spécifiquement les patients en réanimation, ça sont les études américaines, et il y a une grande variabilité, entre 13 et 40% des patients en réanimation sont intubés dans le contexte d'une hémorragie digestive. Alors, deuxième point, que disent les recommandations? Est-ce que nous avons des recommandations qui nous disent qu'il faut intuber les patients? Bien, en fait, il y a très peu de recommandations. En tout cas, il n'y a pas de recommandations au niveau de notre société. Il n'y a qu'une seule recommandation qu'on trouve qui est un bas niveau de preuve, qui date de 2015, qui vient de la Société d'endoscopie européenne, qui dit en gros, qui se positionne en disant, bah oui, il faut intuber les patients s'il y a une hématémèse active, sans définir vraiment ce qu'est l'hématémèse active, est-ce que c'est plusieurs vomissements, etc., peu importe. S'il y a une encéphalopathie, donc là ça concerne essentiellement le patient cirrhotique, ou s'il y a une agitation importante pour pouvoir réaliser l'endoscopie. À partir de là, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Alors, maintenant, que dit la littérature concernant l'intubation dite prophylactique pour l'endoscopie, pour les hémorragies digestives? Alors, j'ai retrouvé, globalement, le travail a été relativement facile, parce qu'il n'y a que 3 méta-analyses, il y a très peu d'études. Et 3 méta-analyses, en tout, ça doit faire une quinzaine d'études rétrospectives si on regarde toutes les méta-analyses. La première méta-analyse regroupait 4 études rétrospectives, et dans ces résultats, pas de différence de mortalité chez les patients qui étaient intubés versus les patients qui n'étaient pas intubés pour l'hémorragie digestive. Par contre, plus de pneumopathie chez les patients intubés. Les pneumopathies étant définies dans les 48 heures par l'apparition d'un infiltrat radiologique avec une apparition de fièvre et des crachats purulents. Les deux autres études, les 2 autres méta-analyses sont un peu plus intéressantes parce qu'elles regroupent beaucoup plus de patients. Il y a 10 études rétrospectives dans celle d'Al-Shamsi, avec plus de 6000 patients, qui retrouvent à peu près la même chose que la première étude rétrospective. Les 4 études rétrospectives étaient comprises dans les 10 de la seconde méta-analyse. Il y a plus d'inhalation. Alors l'inhalation, c'est juste un infiltrat radiologique qui apparaît sans fièvre et sans crachat purulent, et plus de pneumopathie, toujours pas de différence de mortalité. Enfin, la dernière méta-analyse, qui est la plus récente, de Chaudhuri, elle regroupe plus de 5000 patients et montre que l'intubation prophylactique est associée à une augmentation des pneumopathies et de la mortalité. Enfin, dans cette étude, sont les seuls à regarder, ils ont regardé les complications cardiovasculaires, notamment l'IDM et l'ACR, et on trouve plus d'IDM et d'ACR dans le groupe intubation. Alors, moi qui intube toutes mes hémorragies digestives en réanimation, j'ai été assez surpris. Alors, il faut faire très attention à ces analyses. Premièrement, sont toutes des études rétrospectives. Il y a énormément de biais dans ces études, et lorsqu'on regarde l'hétérogénéité des différentes études, le petit I2 là-dedans, toutes ces études sont très hétérogènes. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces études, de ces méta-analyses? En fait, pas grand-chose. Peut-être be careful sur l'intubation, mais globalement, s'il faut intuber un patient en réanimation, il faut l'intuber. Et je vais vous proposer l'approche pragmatique. Alors, premièrement, faut-il faire une anesthésie à tout le monde? Probablement non, et je suis sûr que vous ne le faites pas. C'est fait en fonction du terrain, de la cause supposée, et probablement aussi du talent d'endoscopiste. Quand vous avez un jeune de 20 ans qui a vomi toute l'après-midi et qui arrive avec son Mallory Weiss, globalement, lui faire une anesthésie générale alors qu'il ne s'est même pas déglobulisé, c'est un peu bénéfice-risque, n'est pas en faveur de l'anesthésie générale et de l'intubation. Par contre, qui faut-il intuber? Globalement, les patients qui ont un risque d'inhalation importante. Pourquoi? Quel est le risque
de faire une sédation. Et qu'est-ce que nous redoutons? C'est le syndrome de Mendelssohn, c'est l'inhalation massive qui va lui amener à l'hypoxie, l'impossibilité d'intuber et probablement l'arrêt. Donc la gestion du risque d'inhalation importante, c'est le geste long, l'hémorragie active, et l'hémorragie active est définie par une inefficacité transfusionnelle et bien sûr les troubles de la conscience. Et pourquoi faut-il intuber? Bon, pour éviter l'inhalation, pour prévenir l'inhalation massive, mais aussi probablement, et ça n'a jamais vraiment été évalué, pour améliorer la qualité du geste de l'endoscopiste. Alors maintenant, je vous ai à peine répondu sur l'intubation, le remplissage. Alors, peu de spécificité sur le remplissage en père-endoscopiste ou avant et après, juste un petit bémol chez les patients cirrhotiques, avec le remplissage et l'hypertension portale. L'étude de Casnella, qui est assez vieille, qui est de 2010, a bien montré qu'une augmentation de la volémie entraîne une augmentation de la pression portale. Juste pour parler un petit instant de la physiopathologie de la rupture de varices, la rupture de varices n'est pas là parce que le patient a des troubles de l'hémostase. L'hémostase, chez le patient cirrhotique, est dit trop balancée, il ne saigne pas forcément plus que les autres. Il va y avoir une rupture de varices parce qu'il va y avoir une augmentation brutale de la pression portale, une augmentation de la tension sur la varice, et la varice va éclater. Et lorsque vous mesurez les pressions portales, lorsque vous faites du remplissage vasculaire, et vous voyez les pressions portales qui augmentent de façon parallèle à l'augmentation de la volémie. Donc attention au remplissage important chez le patient cirrhotique. Maintenant, la transfusion. Alors, la transfusion, je vous ai remis le papier de 2013, qui a plus de 10 ans, qui est spécifiquement sur les hémorragies digestives hautes, qui a comparé chez 500 à 450 patients à peu près dans chaque groupe une transfusion restrictive versus une transfusion libérale. Et globalement, ici, lorsqu'on regarde les courbes de Kaplan-Meier, ici, vous avez le groupe restrictif à 7,9, vous avez une mortalité, enfin une survie qui est plus importante que le groupe libéral ici, avec un objectif à 9,11. Donc globalement, l'objectif taux d'hémoglobine doit être aux alentours de 7 et pas trop au-dessus. Il faut avoir une politique restrictive. Alors, transfusion de PFC et de plaquettes, c'est souvent la question qu'on nous pose, et notamment chez le patient cirrhotique. Vous savez que le patient cirrhotique a un TP, un TCA, des chiffres de plaquettes qui sont perturbés, les plaquettes sont souvent basses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance hémorragique chez le patient cirrhotique, elle n'est pas du tout corrélée aux chiffres de TP ou à l'INR, du TCA, aux chiffres de plaquettes. Il n'y a aucune corrélation. Le risque hémorragique, il est secondaire à l'augmentation de la pression portale, à une dysfonction endothéliale, à une infection bactérienne associée ou à une insuffisance rénale associée. Donc la correction du TP, la correction du TP, la correction des plaquettes en père-endoscopie ou avant et après chez un patient cirrhotique n'est pas du tout recommandé. Cela, chez le patient cirrhotique qui n'est pas en choc hémorragique. Patient choc hémorragique, c'est complètement différent. Il faut faire du 1 pour 1 ou 1 pour 2 PFC plaquettes, et globules rouges, comme chez tout patient en choc hémorragique. Alors maintenant, l'utilisation des antifibrinolytiques. Il y a un super rationnel sur l'utilisation de l'Hexacil. C'est un médicament pas cher, qui marche très très bien. Vous connaissez l'étude Woman, vous connaissez les études en traumatologie, qui montrent que globalement, il y a moins d'hémorragie. Il y a même une différence de mortalité chez les patients, chez les parturientes qui ont une hémorragie de la délivrance. Cette étude arrive après une méta-analyse qui a montré qu'il y avait une diminution du risque de mortalité dans les hémorragies digestives avec l'utilisation de l'Hexacil. Donc ça, c'est une étude randomisée qui a inclus à peu près 12 000 patients et en fin de compte qui a montré premièrement le résultat primaire qu'il n'y a pas du tout de différence de mortalité lorsqu'on utilise l'Hexacil, qu'il n'y a pas du tout de différence de récidive ou du taux de transfusion lorsqu'on utilise l'Hexacil. Et par contre, il y a une augmentation du nombre de thromboses veineuses lorsqu'on utilise l'Hexacil, une augmentation du nombre d'embolies pulmonaires, et notamment chez les patients qui ont une hépatopathie. Et nous, on avait en France fait une étude qui s'appelait Hexarose sur l'utilisation de l'Hexacil chez patients cirrhotiques, et on a arrêté cette étude après lorsque ce papier est sorti, parce que globalement, on a retrouvé aussi une augmentation de thrombose. Donc l'Hexacil, que ce soit chez le cirrhotique ou chez le non-cirrhotique, dans l'hémorragie digestive, n'est malheureusement pas recommandé. Alors maintenant, dernier point, l'antibioprophylaxie. Faut-il faire une antibioprophylaxie dans la pathologie ulcéreuse? Non, vous avez les recommandations de l'ASFAR, vous les connaissez. Par contre, attention, chez le patient cirrhotique, il y a
pas mal de méta-analyses. Donc la dernière qui est ici, qui a montré que faire une antibioprophylaxie, c'est pas une antibiothérapie curative, on ne sait pas s'il y a un germe, mais chez le patient cirrhotique par rupture de VO, il y a plus de 12 études, 1200 patients, eh bien ça diminue le risque de mortalité et ça diminue le risque de récidive. Et les recommandations de Baveno 6 maintenant disent que chez le patient cirrhotique grave, il faut faire une C3G et chez le non grave, plutôt une fluoroquinolone. Alors, je finirai take home message. Il nous manque, pour répondre à la question de l'intubation, au moins une étude randomisée qui va nous dire oui ou non, il faut intuber les patients. Alors, en attendant cette étude, il y a une étude qui s'est finie au Texas, qui est une étude observationnelle, prospective, qui inclut des milliers de patients, qui va peut-être déjà essayer de répondre sur le bénéfice ou non de l'intubation dans le contexte de l'hémorragie digestive pour endoscopie. En attendant, chez les patients à un risque d'inhalation, évidemment, il faut les intuber. C'est souvent nos patients de réanimation. Il faut être restrictif sur le remplissage de la transfusion, pas d'antifibrolytique recommandé, et l'antibiothérapie elle doit être faite selon le terrain, notamment chez les patients cirrhotiques. Voilà, je vous remercie de votre attention. Premier topo, quelques minutes si vous avez des questions, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important dans notre métier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors on vous prend peut-être un peu à froid, il est que 10 heures. Vous n'êtes pas encore complètement réchauffé. Je les ai tous endormis. Je ne sais pas. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que on va. Le prochain topo, c'est un topo qui va être vidéo transmis, diffusé, et puis on pourra avoir une session de questions-réponses sur l'ensemble des 3 premiers topos si vous le souhaitez. À moins qu'il y ait une question dans la salle. Roland, ton topo a été d'une clarté, tu vois, il n'y a aucune question, il n'y a rien à redire. Donc je ne suis pas Alice Bled, vous l'aurez remarqué, qui était prévue dans la modération avec Olivier Collange. Mais on va d'emblée enchaîner avec elle sur, donc qui est de Lyon. On va enchaîner sur l'ingestion de caustique en diffusion. Je suis le docteur Alice Blé, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'ingestion d'agents caustiques up-to-date en anesthésie-réanimation. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer en lien avec cette intervention. Donc on va parler aujourd'hui des ingestions de caustiques avec tout d'abord un point sur l'épidémiologie, le pronostic de ces patients, les facteurs de risque de mortalité et de morbidité, la stratégie diagnostique et de prise en charge initiale avec donc les principaux points clés de la prise en charge initiale lors d'une ingestion de caustique. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que ce sont les produits caustiques ? Eh bien, ce sont des produits qu'on trouve de façon courante, notamment des produits ménagers, donc chez tout un chacun, avec en particulier un des produits qui est fréquemment utilisé lors d'une ingestion de caustique, qui est le Destop, qui est une base qui peut causer des brûlures extrêmement graves au contact de la peau et au contact des muqueuses. En fonction de la nature, également non pas chimique cette fois, mais liquide ou gel, on va avoir un retentissement différent. Le gel en particulier va rester plus longtemps en contact des muqueuses et induire donc des lésions plus profondes avec un pronostic plus grave. Une étude est récemment paru dans le JAMA en 2022 qui retraçait une base de données prospective française de 2010 à 2019 qui a inclus 3544 patients qui ont consulté aux urgences françaises pour une ingestion de caustique. C'est une des plus grandes cohortes sur cette thématique puisque c'est quand même une maladie rare et on observe que parmi ces 3544 patients sur cette période de presque 10 ans, les patients étaient âgés en médiane de 49 ans. Un peu plus de la moitié d'entre eux étaient des hommes. Peu de comorbidité puisque le Charlson Comorbidity Index était à 0, avec une prévalence de maladies psychiatriques extrêmement élevée puisque 70% d'entre eux avaient une maladie psychiatrique. Un séjour en réanimation dans 40% des cas et un traitement principalement conservateur dans 89% des cas, donc avec 10% environ
d'indication de chirurgie urgente. Et lorsqu'il y avait une chirurgie urgente qui était réalisée, en premier, c'était une œsophagectomie isolée et en deuxième intention, c'était une œsophagectomie associée à une gastrectomie. Alors, comme je vous l'ai dit à la diapositive précédente, eh bien, il y avait 70% des patients qui présentaient une maladie psychiatrique, ce qui fait qu'en fait, l'injection accidentelle, donc non intentionnelle, est extrêmement rare. Et ici, vous avez l'évolution sur 10 ans de la proportion d'accidents versus la proportion d'ingestion intentionnelle. Ce qui est important à signaler aussi, c'est que quand on a une ingestion qui est accidentelle, eh bien en fait, avec le goût, la personne va s'en rendre compte tout de suite et va recracher. Et donc, il y aura une quantité absorbée qui va être moindre. Et donc, c'est en général de meilleurs pronostics. Alors, que vont devenir ces patients qui ingèrent des caustiques ? Eh bien, on a donc une mortalité qui va être pour la population générale de ces patients de 8,3%. Avec une mortalité qui est accrue si jamais vous avez une indication de chirurgie en urgence, puisqu'on a une mortalité de 25% versus 6% dans le traitement conservateur. Je vous le rappelle, il y a quand même 90% de traitement conservateur et donc c'est vraiment quelque chose d'important de savoir si une indication chirurgicale urgente, puisque ça va majorer la mortalité et donc gréver le pronostic de ces patients. Les principales complications que ces patients vont faire, ça va être des complications respiratoires, pulmonaires. Une autre étude parue en 2022 également par la même équipe de l'hôpital Saint-Louis comparait à la survie des patients en fonction du traitement conservateur ou de la chirurgie en urgence. Donc sur la courbe de Kaplan-Meier à gauche, vous avez représenté la courbe en bleu qui représente tous les patients admis pour injection de caustique. La courbe en rouge en haut représente la stratégie de traitement conservateur et ces patients ont une mortalité de 2%. Vous voyez, à plus de 6 ans. En revanche, les patients qui avaient une indication de chirurgie en urgence, la courbe verte, ont une mortalité de 18%, donc bien plus élevée que les traitements conservateurs. Donc ça incite à avoir un traitement conservateur autant que possible et bien sûr lorsque c'est envisageable. Dans cette cohorte, qui était de 414 patients, il y avait 23% de complications, donc un taux à peu près similaire, et une mortalité qui était un peu plus diminuée de 4%. La période est un peu différente, là on est sur 2013 à 2019. Les facteurs de risque de mortalité identifiés dans cette étude étaient le fait donc d'avoir une ingestion intentionnelle avec un volume plus élevé en général, un âge élevé et la classification du scanner avec un grade au scanner plus important. Et le seul facteur de risque de mortalité indépendant qui était identifié, c'était le grade au scanner. Si on revient à l'autre étude dans le JAMA, les facteurs de risque de mortalité identifiés sont ceux surlignés ici en vert. Donc l'âge, plus l'âge est élevé, plus le patient est à risque de décéder. Le fait d'avoir des comorbidités, donc avec un Charlson Comorbidity Index élevé, un séjour en réanimation et bien sûr une indication de chirurgie en urgence, notamment pour nécrose. Enfin, à souligner, il y avait également un facteur de risque de décéder plus important chez les patients qui étaient pris en charge dans des centres non experts qui recevaient un faible volume de patients et qui étaient peu coutumiers de cette pathologie. Donc un intérêt à transférer les patients les plus graves en centre expert pour avoir une expertise et améliorer leur pronostic. Alors quel examen réaliser ? Autrefois, on a commencé par réaliser l'endoscopie digestive avec une classification qui avait été proposée par Zargar en 1991 et qui donc, en fonction de l'aspect de la muqueuse, vous avez ici des illustrations, donc de la muqueuse normale avec ensuite des ulcérations localisées, puis des ulcérations qui étaient circonférentielles et plus profondes et enfin bien sûr des nécroses ponctuelles et des nécroses totales, eh bien ça classifiait, ça donnait l'indication d'aller ou non à la chirurgie. Bien sûr, quand il y avait déjà ce qu'on appelait un grade 3 avec une nécrose extensive, eh bien, il y avait une indication à une chirurgie dans.
L'équipe de l'hôpital Saint-Louis s'est posé la question de l'intérêt de la tomodensitométrie pour classifier les patients de façon peut-être plus reproductible et d'améliorer le pronostic et notamment la décision d'aller à la chirurgie, puisque vous l'avez compris, ce n'est pas sans conséquence, c'est un des facteurs de risque de mortalité pour ces patients. Donc le protocole est de réaliser la tomodensitométrie 6 heures après l'ingestion de caustique, avec une acquisition qui est détaillée ici sur la diapositive. Et ensuite, les lésions sont classées de la façon suivante, en 3 grades. Parfois, le grade 2 peut également être découpé en grade 2A et grade 2B. En haut de la diapositive, vous avez la classification pour l'œsophage et en bas de la diapositive pour l'estomac. Le grade 1 correspond à une muqueuse qui est normale, qui ne présente pas de particularité, qui se rehausse normalement. Le grade 2 que vous avez ici avec les flèches pour l'œsophage en haut et l'estomac en bas, on a un rehaussement partiel de la muqueuse et on a une muqueuse qui est déjà épaissie, œdémaciée. Et le grade 3, enfin, on a une absence de rehaussement avec une nécrose donc, de la paroi qui est plus que probable. Le scanner permet également de faire bien sûr l'étendue, le bilan de l'étendue des lésions, avec notamment est-ce qu'il y a d'autres atteintes d'organes, de l'estomac, du duodénum, du jéjunum, de la rate, et est-ce qu'il y a également des thromboses qui peuvent être associées de façon précoce, telles qu'une thrombose porte, et donc permet donc un regard plus exhaustif que bien sûr la fibroscopie. Bien sûr, lorsque vous avez par exemple un estomac comme ici qui se rehausse partiellement, eh bien vous pouvez toujours faire une chirurgie pour contrôler et voir s'il y a une indication à une gastrectomie ou est-ce que ça peut être un traitement conservateur qui va être décidé. Alors, faut-il encore faire de l'endoscopie ou faut-il faire uniquement des scanners pour l'évaluation de ces patients ou faut-il les combiner? Cette étude donc, avait inclus 414 patients de 2013 à 2019, un centre monocentrique, l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et vous avez donc en rouge les patients qui avaient une endoscopie digestive et la classification avec le scanner, et en vert les classifications par le scanner seulement. À gauche, la Kaplan-Meier A, c'est la population totale, et à droite, la Kaplan-Meier B, eh bien c'est avec le score de propension matché sur notamment les comorbidités, l'âge, l'ingestion volontaire ou accidentelle, etc. Et on observe donc qu'il n'y a pas de différence de mortalité selon qu'on a fait la stratégie basée uniquement sur le scanner ou sur le scanner et l'endoscopie. Lorsqu'on regarde l'utilisation par les différents centres français de l'endoscopie et de la classification par le scanner, on voit que lors des 10 dernières années, eh bien, le scanner prend de plus en plus de place et qu'aujourd'hui, il y a une utilisation du scanner similaire à l'endoscopie digestive. L'endoscopie digestive, en tout cas à l'hôpital Saint-Louis où je travaillais auparavant, on l'utilisait finalement plus à la sortie du patient à visée pronostique pour pouvoir dépister des complications faire le pronostic de complications secondaires type les sténoses œsophagiennes plutôt qu'à la phase initiale. Alors, quel est l'algorithme de prise en charge lorsque vous avez réalisé cette classification au scanner? Donc, vous réalisez le scanner à la 6e heure, et que ce soit donc l'œsophage à gauche ou l'estomac, eh bien, vous avez donc 4 grades, 1, 2 et 3. Si c'est un grade 1, eh bien, vous ne réalisez pas d'endoscopie, c'est un traitement conservateur. Si c'est un grade 2, vous allez faire un traitement conservateur également et vous pouvez avoir une endoscopie à visée pronostique pour les sténoses œsophagiennes et donc les complications ultérieures. Lorsque vous avez un grade 3, eh bien c'est une indication à la chirurgie en urgence. Alors, quelles sont les chirurgies en urgence qu'on peut réaliser pour l'ingestion de caustique? Vous avez représenté ici 3 des plus classiques interventions. À gauche, il s'agit d'une œsophagectomie avec une jéjunostomie d'alimentation qui est mise en place et un œsophagostome cervical avec donc le moignon qui va rester borgne ici.
Au milieu, il s'agit d'une gastrectomie avec une œsophago-jéjunostomie. Et enfin, à droite, vous avez une œsogastrectomie avec une DPC associée et donc le drainage biliaire et pancréatique de la tranche du pancréas qui est associé toujours à la jéjunostomie d'alimentation. On peut également être amené à réaliser un stripping de l'œsophage, donc avec une technique où on descend une sonde nasogastrique et on va ensuite invaginer l'œsophage sur lui-même pour pouvoir le retirer. De la même façon, bien sûr, mettre en place un drainage, une jéjunostomie d'alimentation. Et voici à quoi ça peut ressembler une fois que vous avez strippé et réalisé l'œsogastrectomie avec donc là une nécrose pariétale complète sur ces deux images représentées ici. Lorsqu'on réalise un stripping de l'œsophage, il est indispensable de réaliser au préalable une fibroscopie bronchique. La fibroscopie bronchique va vous permettre de visualiser s'il y a une nécrose de la paroi bronchique qui est associée avec donc la nécrose de la paroi de l'œsophage. Et si c'est le cas, bien sûr, ça contre-indique totalement le stripping de l'œsophage puisque vous risquez de faire une plaie de la trachée en strippant l'œsophage. Le traitement, c'est de réaliser un patch pulmonaire. Bien sûr, la mortalité est bien plus élevée lorsqu'on a une lésion bronchique qui est associée. Elle atteint quasiment 45%. Et la morbidité précoce est énorme avec des complications respiratoires, des réinterventions multiples. Et la survie à 5 ans est bien moindre que les patients qui n'ont pas de complications bronchiques à 28%. Alors, il y a bien sûr des situations particulières dans l'urgence. Et parfois, malheureusement, les nécroses des viscères sont trop étendues et il faudrait tout réséquer. Et donc, malheureusement, c'est impossible à faire et ce n'est pas compatible avec la vie. Et donc, il y a une abstention thérapeutique dans ces cas extrêmes. Il y a également des cas où c'est une atteinte qui est vraiment importante et il faut réaliser alors une œsophagectomie associée à une gastrectomie, voire à une DPC. Donc vous allez devoir associer un drainage des voies biliaires également et un drainage de la tranche pancréatique avec toutes les complications qui vont en découler. Et bien sûr, toujours la mise en place de votre jéjunostomie. Voici à quoi ça peut ressembler lorsque vous faites donc une œsophagectomie ici avec ensuite donc une œsophagectomie ici, la gastrectomie, la DPC, donc ici avec le duodénum et la tête du pancréas ici. Alors, la prise en charge, donc là on a déjà vu la prise en charge diagnostique afin de savoir quelle stratégie, traitement conservateur ou traitement chirurgical urgent. Quels sont les grands principes? Eh bien pour nous, bien sûr, c'est de connaître la nature et la concentration du produit. Est-ce que c'était un gel? Auquel cas, on va s'attendre aussi à des lésions plus étendues et plus graves et plus profondes. On l'a dit, c'est 70% de maladies psychiatriques avec donc une ingestion intentionnelle dans la majorité des cas. Il faut donc absolument rechercher les co-intoxications dans le cadre d'une tentative d'autolyse. S'il y a encore des vêtements souillés, il faut les enlever parce qu'on peut avoir également des brûlures cutanées et laver la peau et les yeux et également la bouche, notamment quand il y a des paillettes d'agents caustiques qui seraient dans la bouche pour ne pas aggraver des lésions qui seraient en train de se constituer. Bien sûr, un apport vasculaire, stabiliser l'hémodynamique. Attention à l'état respiratoire. C'est des patients qui vont avoir un œdème du visage assez rapidement, voire de la glotte. Et donc, il faut se préparer à une intubation difficile et il faut mieux faire une intubation précoce plutôt que se retrouver dans une situation où vous ne pouvez plus intuber tellement l'œdème est important. L'analgésie, bien sûr, est classique. Il faut orienter vers le centre expert car on l'a vu, c'est un des facteurs de risque de mortalité de rester dans un centre non expert quand vous avez un critère grave. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien sûr, ne pas laisser le patient décubitus dorsal, mais déjà, vous ne laissez aucun patient de réanimation décubitus dorsal pour prévenir les pneumopathies d'inhalation. Donc, normalement, ça ne devrait pas être le cas.
Ne pas faire vomir le patient, ça crée un deuxième passage, ça aggrave les lésions. Boire, pareil, ça va faire diffuser les lésions. La sonde gastrique, vous risquez de faire une perforation sur une muqueuse qui est déjà fragilisée. Pareil, les lavages gastriques, les pansements, les antidotes, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est contre-indiqué ou non indiqué. Est-ce qu'il y a une place pour les corticoïdes? Il y a eu notamment la question pour la prévention des complications. On a dit qu'il y avait 1/3 de complications. Il s'agit majoritairement des sténoses œsophagiennes qui vont ensuite nécessiter de plusieurs passages en médecine interventionnelle avec des dilatations itératives, voire des mises en place de stents œsophagiens. Et bien dans cette indication précise, il n'y avait pas de bénéfice mis en évidence dans cette méta-analyse publiée en 2018. En revanche, les patients arrivent avec un œdème extrêmement important des voies aériennes supérieures lié à la prise de caustique. Et donc, nous, on mettait à l'arrivée des corticoïdes à 1 ou 2 mg kg pour faire diminuer l'œdème et favoriser l'extubation sous 48 heures lorsque l'œdème a dégonflé et être en sécurité. Donc, ça peut être discuté dans ce cadre-là, mais pas pour prévenir une sténose de l'œsophage. Donc en conclusion, l'ingestion de caustique, c'est un événement qui est rare. C'est un contexte particulier puisqu'il y a 70% de maladies psychiatriques avec donc majoritairement des ingestions intentionnelles qui imposent de dépister une co-intoxication dans ce contexte. L'examen clé à réaliser est le scanner à la 6e heure. Les facteurs de risque de mortalité sont l'âge, les comorbidités, la classification au scanner, le fait d'être dans un centre qui n'est pas expert et qui a un faible volume, et le fait d'avoir une chirurgie en urgence et un séjour en réanimation. Dans 90% des cas, le traitement est conservateur et les patients évoluent favorablement. Néanmoins, il reste 1/3 de complications qui va emmener ces patients avec un long parcours, notamment en médecine interventionnelle et des interventions itératives. Et il reste tout de même 4 à 8% de mortalité selon les cohortes. Je vous remercie de votre attention. On remercie le docteur Alice Blais pour cette très belle présentation. Prochaine présentation pour laquelle on accueille le professeur Olivier Collange du service d'anesthésie et réanimation du nouvel hôpital civil de Strasbourg. Merci Olivier. Merci beaucoup. Donc rebonjour à tous. Alors attendez, je vais juste voir, mais ça a l'air d'être facile. Donc moi je vais vous parler des ischémies mésentériques aiguës et de ce qu'on peut proposer comme optimisation en anesthésie-réanimation. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, si ce n'est que nous observons en Alsace une incidence des ischémies mésentériques qui est très élevée, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est la choucroute, la tarte flambée, le Bekehouf, le Riesling ou le Gewürztraminer, peut-être le marché de Noël, je ne sais pas, mais en tout cas, de fait, nous observons beaucoup d'ischémies mésentériques. Alors, pour justement continuer à parler un peu d'épidémiologie, vous voyez, ça c'est une étude danoise qui a regardé l'incidence des pathologies digestives aiguës, donc des gens qui arrivent pour un syndrome abdominal aigu aux urgences, en fonction de l'âge. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, l'appendicite en vert, le pic c'est 20 ans, enfin on n'a rien inventé. 30-40 ans, c'est les pancréatites qui commencent à augmenter en termes d'incidence. En jaune, en orange, ici, vous avez les cholécystites aiguës. En rouge, ici, vous avez les anévrismes de l'aorte abdominale. Et puis, en noir, vous avez les ischémies mésentériques aiguës. Donc, vous voyez, c'est une pathologie du sujet âgé. Mais à 75 ans, eh bien, vous avez une incidence des ischémies mésentériques aiguës qui est largement supérieur à celui des anévrismes de l'aorte abdominale, qui est au même niveau que celui des pancréatites et cholécystites qu'on peut avoir à l'âge de 50 ans. Donc, c'est une pathologie fréquente du sujet âgé. Je ne vous apprends rien non plus, ça c'est des données épidémiologiques françaises, et c'est des projections. En 2015, il y avait à peu près 6 millions de personnes en France qui avaient plus de 75 ans. En 2050, il y aura pratiquement 11 millions de personnes qui auront plus de 75 ans. Donc les ischémies mésentériques, nous allons en avoir de plus en plus à traiter et à gérer.
Autre phénomène important, donc ça c'est une étude française, l'étude LOCO2, à laquelle vous avez peut-être aussi participé, qui était une étude qui voulait comparer deux objectifs d'oxygénation dans le SDRA, et donc avec un objectif, on va dire, libéral, où on disait qu'il fallait avoir 95% de saturation artérielle en oxygène, et un objectif conservateur, avec, c'était plutôt 88-92% de SAO2, puisqu'évidemment, le background de cette étude, c'était de dire que si on donne trop d'oxygène, particulièrement dans les situations critiques, eh bien, finalement, on va faire plus de mal que de bien. Et donc, on voulait vérifier cette idée. Alors là, vous voyez, ce sont des patients, ce ne sont pas des patients typiques d'ischémie mésentérique aiguë, puisque c'est plutôt des patients typiques de réanimation qu'on peut voir tous les jours dans nos services. 60 ans, 2 de lactate, 70% de catécholamine, un rapport PaO2 sur FiO2 aux alentours de 110. Ce sont des patients en SDRA que l'on voit très régulièrement. Enfin, voilà, c'est notre population française. Donc, le protocole a été bien respecté. C'était un protocole prospectif. Donc, libéral oxygène. Donc, les patients avaient effectivement une saturation artérielle en oxygène sur les gaz du sang qui était à 95%, 96%. Et dans le groupe conservateur, eh bien, c'était entre 92 et 93, comme vous le voyez. Ce protocole a été arrêté prématurément parce que dans la première analyse, eh bien, on a observé qu'il y avait plus de mortalité dans le groupe conservateur, avec une PaO2 donc, qui était plus basse, qui était de 44%. Et parmi les gens qui mouraient dans ce traitement conservateur, eh bien, il y avait 10% des morts qui étaient liés à une ischémie mésentérique aiguë, alors qu'il n'y avait pas de cas d'ischémie mésentérique aiguë dans le groupe libéral. Ça veut dire que même chez des gens qui n'ont pas spécialement de sténose ou de thrombose de l'artère mésentérique ou d'une des artères mésentériques ou d'un des vaisseaux intestinaux, eh bien, si vous restreignez beaucoup les apports en oxygène, vous faites souffrir le tube digestif et vous pouvez avoir d'authentiques ischémies mésentériques aiguës sans lésions sténosantes ou thrombotiques. Donc une fois qu'on a ces lésions, ben effectivement, la mortalité est extrêmement élevée. Ça, c'est une étude rétrospective française à laquelle nous avons participé. C'est Marc Léon qui avait lancé ça dans 43 centres de réanimation. C'est la plus grosse étude, c'est l'étude la plus large, regroupant 780 patients présentant une ischémie mésentérique en réanimation. Eh bien, vous voyez que la mortalité en réanimation est de 58%, la mortalité hospitalière est de 63%. Le pronostic est donc effroyable, il reste effroyable malgré les soins qu'on peut faire. Ça, on va passer rapidement parce que vous savez parfaitement ça. Ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. C'est le détail de la vascularisation donc, du tube digestif avec les vaisseaux mésentériques. Et vous voyez ici l'artériole et la vénule villositaire qui vont monter quasiment à angle droit dans la villosité. Et donc, cette particularité anatomique va faire que, premièrement, les globules rouges vont avoir tendance à rester dans l'artériole et ne pas monter dans la villosité. C'est ce que les anglo-saxons appellent le plasma skimming, c'est-à-dire l'écrémage des globules rouges. Deuxièmement, il y a énormément de shunts artério-veineux tout le long de la villosité, ce qui fait que quand on arrive au sommet de la villosité, c'est du sang véno-artériel et ce n'est plus du sang artériel. Enfin, le maximum de consommation d'oxygène, c'est le sommet de la villosité. C'est là que les cellules épithéliales vont consommer le plus d'oxygène. Donc ces trois facteurs réunis vous expliquent que chaque fois qu'on va, d'une quelconque manière que ce soit, diminuer l'apport en oxygène, on risque de faire souffrir notamment le sommet des villosités, mais bien sûr l'ensemble du tube digestif. L'intestin est un organe extrêmement sensible à l'apport en oxygène. Et quelle est une des fonctions, en tout cas, de notre intestin? Eh bien, c'est un organe qui est barrière entre les bactéries du tube digestif. Et là encore, c'est une donnée tout à fait basique, mais on a plus de bactéries dans notre tube digestif que nous avons de cellules dans notre organisme. Les bactéries sont plus nombreuses. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons l'organe immunitaire
le plus volumineux, qui sont les cellules lymphoïdes du mésentère. Donc bien, l'intestin fait barrière entre ces deux éléments, et évidemment, si l'intestin souffre, eh bien, ces deux éléments vont entrer en contact l'un avec l'autre, et eh bien, ça a des conséquences qu'on a tous pu constater lors de nos gardes ou de la prise en charge d'ischémie mésentérique. Évidemment, quand on est à ce stade-là, malheureusement, il n'y a plus rien à faire. L'intestin est nécrosé dans son ensemble et on n'a pas de solution thérapeutique. Quand on est à un stade un peu plus précoce, alors vous allez me dire là c'est bien, sauf que vous voyez sûrement, et on le voit, c'est que l'intestin grêle, alors il est œdémacié, il est très pâle, on a l'impression qu'il n'est pas du tout correctement. Là peut-être que ça se revascularise un peu, mais en tout cas, là il va falloir surveiller, probablement fermer avec un pansement VAC et revenir dans 48 heures pour voir si la nécrose s'est étendue ou si au contraire la revascularisation a permis de sauver cette partie d'intestin. Et donc voilà, donc ça c'est aussi une image très classique de coloscopie. Hein, donc ça c'est plutôt dans le cadre, on va dire, d'une complication de la chirurgie vasculaire ou chirurgie cardiaque. Mais vous voyez, ça c'est une ischémie de grade 2-3, donc c'est noir, donc c'est vraiment ischémié. Mais là pour le coup, avec un traitement conservateur, on va optimiser la réanimation, on refait la même coloscopie 7 jours plus tard et on a une muqueuse qui est parfaitement normale. Donc il y a quand même un message d'espoir là-dedans, c'est que si on prend les choses suffisamment tôt et qu'on arrive à corriger les problèmes, on peut parfaitement récupérer une muqueuse et un intestin correct. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser la prise en charge ? Eh bien, il faut faire le diagnostic le plus précoce possible, il faut faire le traitement étiologique le plus précoce possible, ça va être la revascularisation, ce n'est pas nous. Mais nous, on va pouvoir quand même, alors déjà participer à la prise en charge globale, et puis on a un traitement médical que je vais vous proposer. On a quand même 2-3 petites choses à faire. Faire le diagnostic, c'est la partie la plus difficile, parce qu'il n'y a rien de spécifique dans l'ischémie mésentérique. C'est un sujet âgé qui va arriver aux urgences avec des douleurs abdominales. Donc ça va être très difficile de faire le diagnostic et de l'évoquer. Les études rétrospectives, et là encore ce sont des amis scandinaves qui ont beaucoup travaillé là-dessus, mais quand on fait des autopsies et qu'on regarde si le patient a une ischémie mésentérique et on regarde si ça a été évoqué avant qu'il soit mort, eh bien en fait le diagnostic d'ischémie mésentérique n'a été évoqué qu'une fois sur 5. Donc on passe à côté de 80% des ischémies mésentériques aux urgences. Globalement, c'est à peu près ça. Bien sûr, si on attend qu'il y ait des signes de péritonite, c'est souvent très tard. Et même quand les gens ont une nécrose transmurale de l'intestin, eh bien, les signes de péritonite n'apparaissent que dans 15% des cas. Donc, voilà, il faut savoir l'évoquer quand vous avez quelqu'un assez âgé, 70 ans, qui a une ACFA, qui n'est pas bien anticoagulé, qui a une artériopathie des membres inférieurs, qui arrive pour des douleurs abdominales qui sont intenses, qui évolue depuis plusieurs heures et qui est associé soit à des vomissements ou des diarrhées. Mais vous voyez, là encore, il n'y a rien de spécifique là-dedans. Prenez un sujet âgé qui a une gastroentérite, il va avoir le même type de symptomatologie. Néanmoins, ce que moi je vous propose en pratique, c'est si vous avez des symptômes abdominaux qui restent inexpliqués, eh bien, chez un sujet âgé, il va falloir évoquer l'ischémie mésentérique. Si vous avez un sepsis qui n'est pas expliqué facilement parce qu'on ne comprend pas, avec une symptomatologie digestive, de vomissement, diarrhée, là encore, il faut savoir évoquer le diagnostic d'ischémie mésentérique. Est-ce qu'on a des éléments du bilan biologique pour nous aider ? Eh bien non, aucun. Donc l'hyperleucocytose, l'hématocrite, phosphore, amylase, LDH, azatalate, CPK, dédimère ne vont pas nous aider à faire le diagnostic d'ischémie mésentérique. Ce qui a souvent été proposé comme le D-lactate, on va mettre de côté, mais le L-lactate, qui est la lactatémie qu'on dose habituellement, ne nous aidera pas à faire le diagnostic. Je vais un peu insister là-dessus parce que je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Il y a d'autres dosages qui ont été proposés, IFAB, les études ne sont pas en faveur, donc vous pouvez le faire dans le cadre d'un protocole de recherche, mais en tout cas ça ne va pas vous aider à déterminer si le patient a une ischémie mésentérique ou non. Pour l'instant, il n'y a pas de marqueur biologique. Ce qui est extrêmement important, il faut
souvent se battre avec nos amis chirurgiens, avec nos amis gastroentérologues, avec nos amis radiologues. Quand vous dites, hein, je pense qu'il y a une ischémie mésentérique, j'aimerais lui faire un scanner injecté à 70 ans avec quelqu'un qui a une insuffisance rénale aiguë, le radiologue va dire non, la lactatémie est normale, il n'y a pas d'ischémie mésentérique. C'est faux. Il faut se battre là-dessus. Il y a plus de 25% des patients qui vont avoir une vraie ischémie mésentérique aiguë et qui auront une lactatémie normale au moment où le patient arrive. Donc, on est très tranquille pour l'affirmer, pour le dire, puisque ce sont de très bonnes des guidelines qui ont été publiés par la Société européenne de chirurgie vasculaire en 2017, qui dit précisément que le lactate n'est pas utile pour faire le diagnostic d'ischémie mésentérique et ne doit pas être utilisé pour écarter le diagnostic d'ischémie mésentérique. Donc si on vous demande des recommandations, eh bien, vous avez celles-ci qui sont très bien faites et qui sont encore valables. Malheureusement, et malgré ces recommandations, qui sont pourtant, je pense, très claires et très bien écrites, on continue à avoir des publications où les gens disent, ben voilà, on a continué, on n'a pas fait de diagnostic d'ischémie mésentérique parce que la lactatémie n'était pas élevée, puis le malade est mort. Il y a des cas cliniques qui sont publiés comme ça. Il y a des études qui sont encore publiées pour vérifier que la lactatémie dans l'ischémie mésentérique n'a pas d'intérêt. Eh bien, nous avons fait aussi une étude ancillaire à l'étude qui avait été proposée par Marc Léon. Et donc, on a pris 137 patients ischémie mésentérique aiguë, 137 patients qui n'avaient pas d'ischémie mésentérique aiguë en réanimation, mais qui avaient exactement la même sévérité sur le score SAPS-2. Et donc, ils étaient matchés sur le score SAPS-2, l'âge, le centre de recrutement et le sexe. Donc, les populations étaient comparables. Voilà, il y avait un peu plus d'urgence chirurgicale dans le groupe ischémie mésentérique aiguë, c'est normal, mais vous voyez, c'est les populations, voilà, 73 ans, typiques d'ischémie mésentérique aiguë. Eh bien, la courbe ROC pour tester la lactatémie comme étant un outil utile au diagnostic, c'est-à-dire avec une bonne spécificité, une bonne sensibilité dans le diagnostic d'ischémie mésentérique aiguë, donc pour différencier ces deux populations, c'est une courbe ROC qui est à 0,57, donc c'est quasiment la ligne droite, ça n'est pas utile. Votre lactatémie ne vous permet pas de différencier deux malades de réanimation qui ont la même sévérité, un avec une ischémie mésentérique aiguë, l'autre qui ne l'a pas. Ça, c'est la lactatémie à l'arrivée, à J0. Ça, c'est la lactatémie à J1, c'est la même chose. Lactatémie, c'est la différence entre J1 et J0, c'est la même chose, ça ne vous aidera pas. Alors, ce qu'on entend, et on va en reparler, c'est que la lactatémie, c'est quand même un bon marqueur pronostic de l'ischémie mésentérique aiguë. Et bien, donc là, on a regardé effectivement si la lactatémie était prédictive de la mortalité. Ça, c'est la population totale. Donc, vous voyez, cette fois-ci, l'arc sur la courbe est pas mal. Oui, la lactatémie est un bon marqueur prédictif de mortalité en réanimation. Vous voyez ici la courbe rouge, c'est l'ischémie mésentérique aiguë. La courbe bleue, c'est ceux qui n'avaient pas une ischémie mésentérique aiguë. Il n'y a pas de différence significative entre ces deux populations. Donc la lactatémie n'est pas spécifique de l'ischémie mésentérique aiguë, y compris en termes de pronostic. Maintenant, évidemment, si vous voyez quelqu'un qui a 3 ou 4 de lactate, eh bien c'est de mauvais pronostics, qui ait une ischémie mésentérique aiguë ou qui n'ait pas d'ischémie mésentérique aiguë. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir comme un moyen d'évaluer la gravité, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien spécifique entre la lactatémie et l'ischémie mésentérique aiguë. Donc on peut s'en servir pour juger la sévérité du malade, mais comme pour n'importe quel malade de réanimation. Donc l'examen qu'il faut faire, donc il n'y a pas de biologie, clinique très pauvre, il n'y a pas de biologie, l'examen qu'il faut faire, eh c'est le scanner injecté. Et évidemment, là encore, il y a une discussion à avoir avec les radiologues parce qu'il va falloir injecter un scanner à quelqu'un qui a 70 ans, qui est dans une condition, voilà, probablement avec une fonction rénale qui est altérée, mais il faut le faire. Et il faut qu'on ait un temps artériel et un temps veineux, c'est extrêmement important. On peut faire le diagnostic de l'ischémie mésentérique aiguë, c'est-à-dire qu'on va voir qu'effectivement l'intestin est lésé, œdémacié, avec une perte de rehaussement, comme Alice Blais vous l'a montré tout à l'heure pour les injections de caustique, c'est tout à fait le même genre d'image. On peut faire le diagnostic étiologique, c'est-à-dire qu'on va voir l'artère mésentérique supérieure qui est thrombosée, et puis on va voir les complications, si c'est perforé, s'il y a une péritonite, on va le voir sur le scanner. Donc c'est extrêmement, c'est l'examen de référence, mais là encore,
il faut savoir que surtout si vous faites l'examen très tôt, il y a un risque que le scanner soit normal, alors que vous avez quand même une ischémie mésentérique. Ça nous est encore arrivé à Strasbourg il y a 15 jours chez un patient de 80 ans qui avait tous les symptômes, voilà, on a fait un scanner et sur le scanner il n'y a rien. Le lendemain, il y a un syndrome péritonéal, donc on l'amène au bloc opératoire, il y a une ischémie mésentérique aiguë. Bon. Donc on est, voilà, quand on dit qu'il faut faire le diagnostic précoce, c'est bien, mais en fait on est quand même relativement encore démunis. Néanmoins, il faut savoir l'évoquer, et je crois qu'il va falloir l'évoquer de plus en plus souvent. Donc le traitement étiologique, comment est-ce une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut se dépêcher d'amener le malade à l'endroit où on va pouvoir revasculariser au mieux. Et donc ça, c'est nos collègues de Beaujon et de Bichat qui ont fait le réseau Survie qui permet voilà, c'est un intestinal stroke center, de la même façon qu'on a des centres de gestion des infarctus du myocarde ou des AVC, et bien là ça va être la même chose pour l'intestin. Il y a d'autres centres en France qui ont suivi, qui ont pris le pas. Je crois qu'à Marseille il y a aussi un intestinal stroke center qui a pris le pas. À Strasbourg aussi, mais je vais vous dire un peu à la fin pourquoi on a encore quelques petites difficultés. Donc l'idée c'est que si c'est une ischémie, on va dire pas grave, c'est-à-dire qui est prise très précocement, avant qu'il y ait des complications, ça va se passer entre le gastro-entérologiste et le radiologue. Et puis, voilà, ils vont faire la revascularisation qui va souvent être par voie radiologique. On va faire un traitement médical que je vais vous détailler, mais ça va être voilà, sans complications particulières. S'il y a des critères de sévérité, c'est très souvent quand l'ischémie est déjà avancée, eh bien là, c'est l'anesthésiste réanimateur, le chirurgien vasculaire et le chirurgien digestif qui vont prendre en charge ce malade. Ça va passer par le bloc opératoire, la salle de réveil et la réanimation, les soins critiques, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, nous, on a beaucoup à faire. Et donc, on va faire le même traitement médical, mais on va détailler ça. Pour tous les malades, qu'ils soient graves ou pas graves, il y a 3 approches. Premièrement, il faut traiter l'aspect vasculaire de l'ischémie mésentérique, donc on va tout simplement donner de l'héparine, ça c'est la base. Pour avoir une anticoagulation efficace, anti-agrégation plaquettaire si vous avez une cause artérielle. Il n'y a rien de très, très particulier. Sur le plan hémodynamique, et ça c'est notre expertise, mais il va falloir faire quelque chose, il faut optimiser le remplissage vasculaire. On ne va pas détailler ici parce qu'on n'a pas le temps comment est-ce qu'on optimise le remplissage vasculaire, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un bon débit cardiaque, c'est certain. Avec une PAM, on peut dire 65, mais là, dans ce cadre-là, moi, je vous propose plutôt d'avoir des objectifs de PAM qui sont un peu supérieurs. Là, j'ai mis 70 parce que ça me semble ça le minimum souhaitable ici. L'hémoglobine supérieure à 8 grammes, la SPO2 supérieure à 95%. Il faut qu'il y ait suffisamment d'oxygène qui arrive dans votre mésentère. Et puis un traitement intestinal. L'intestin doit être au repos. Okay. Vous pouvez donner des anti-inflammatoires à visée intestinale. Et là, il y a quelques études qui montrent que les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent avoir une action inflammatoire anti-inflammatoire intestinale. Donc c'est ce qui est proposé, et donc là encore, ce sont nos collègues de Beaujon et de Bichat qui proposent ça, et je pense qu'il faut les suivre. La décontamination digestive, qui est là encore un serpent de mer en réanimation, mais là on a quand même quelques datas. C'est des études rétrospectives, mais c'est quand même quelques datas qui montrent que c'est sûrement intéressant de le faire dans le cadre de l'ischémie mésentérique aiguë. Donc gentamicine 80 mg per os et puis 1,5 g de métronidazole. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et puis si vous avez des signes de gravité abdominale, donc des signes qui vous laissent penser qu'il y a une perforation digestive ou une atteinte péritonéale, eh bien il va falloir donner une antibiotique. Vous devez considérer votre malade, jusqu'à preuve du contraire, c'est un équivalent de péritonite grave. Donc après, est-ce qu'il est communautaire ou nosocomial ou lié aux soins, ça c'est comme vous voulez, mais voilà, on va dire que dans la plupart du temps, ça va quand même être communautaire. Donc vous allez partir sur de la tazocilline, IV. Vous allez quand même faire, moi je recommande de faire de la gentamicine intraveineuse, puisque la gentamicine per os ne passe pas la barrière intestinale. Alors vous allez me dire, elle ne passe pas la barrière intestinale, si la barrière intestinale elle est valable, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, il n'y a pas de surrisque à faire ça.
Et puis vous allez avoir toujours la même discussion, est-ce qu'il faut mettre de la caspofongine, etc. Si vous avez une atteinte, si c'est par exemple une femme avec une atteinte susmésocolique, sûrement il va falloir rajouter de la caspofongine. Donc le message c'est ischémie mésentérique, signe péritonéaux, c'est équivalent de péritonite. Vous devez demander à vos chirurgiens de prélever le liquide péritonéal. Combien de fois on m'a dit c'est une laparotomie blanche, c'est-à-dire blanche pour le chirurgien, c'est qu'il n'y avait pas d'intestin à réséquer. Quand il regarde la séreuse, il n'y a rien de particulier. Simplement, il y a du liquide péritonéal, il le prélève et lui, bingo, eh bien, ça pousse. Donc c'était une péritonite bactérienne et le malade s'améliore largement une fois qu'on a fait le lavage de ce liquide infecté. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait à Strasbourg. Donc on a copié nos collègues de Bichat et de l'hôpital Beaujon. Donc on a fait pareil, un SOS ischémie mésentérique avec un numéro d'appel unique, viseur du réanimateur qui alerte voilà, tout ce qu'il faut alerter, etc., etc. On le prend en charge. Ça c'est génial. Donc c'est ce qu'on fait actuellement dans mon hôpital, mais on avait vocation à aller voir toute la région alsacienne pour dire si vous avez une suspicion d'ischémie mésentérique, vous nous appelez, et si nous on valide ça, on prend le malade chez nous. Actuellement, c'est impossible, parce que comme nous n'avons pas assez d'IBOD pour faire tourner nos blocs opératoires, nos chirurgiens n'arrivent pas à faire le programme réglé, on annule des malades tous les jours, ce n'est pas du tout le moment d'aller dire à l'ensemble de la région, envoyez-nous vos urgences, alors qu'on ne sait déjà pas quoi faire et de nos malades réglés et de nos urgences locales. Donc on attend qu'on ait plus d'IBOD, et quand on aura réglé le problème des IBOD, on pourra, j'espère, enfin démarrer notre programme SES ischémie intestinale. Voilà, je vous remercie beaucoup. Comme vous l'avez dit, c'est des personnes souvent âgées avec des comorbidités. Si on n'arrive pas à optimiser complètement le remplissage vasculaire, quelle est la mine la moins toxique pour l'intestin qu'on pourrait utiliser? Bon, c'est la noradrénaline, d'accord. Une fois que vous avez fait la volémie comme il fallait, eh bien vous faites de la noradrénaline. C'est la meilleure drogue vasoactive pour corriger une hypotension artérielle après avoir corrigé l'hypovolémie. Bonjour. Une question. Y a-t-il une place pour une endoscopie? Alors, l'endoscopie, le problème c'est que quand on parle d'ischémie mésentérique aiguë, on parle de beaucoup de choses en même temps. Donc si c'est une ischémie mésentérique aiguë telle que je vous l'ai présentée majoritairement là, c'est-à-dire grélique sur thrombose de l'artère mésentérique supérieure ou artérosclérose, etc., si c'est l'intestin grêle, l'endoscopie n'a aucun intérêt. Par contre, si vous êtes dans un centre qui fait de la chirurgie vasculaire ou de la chirurgie cardiaque, où là vous avez des ischémies coliques après ces interventions chirurgicales-là, il faut faire en première intention et rapidement une rectosigmoïdoscopie. Donc il faut vous mettre d'accord. Nous, on a beaucoup travaillé avec nos amis gastro-entérologues parce qu'on les dérangeait à 2h du matin pour faire une rectosigmoïdoscopie, donc ils n'étaient pas heureux. Mais on s'est mis d'accord avec un protocole commun et maintenant ils viennent sans trop discuter parce que effectivement, quand on a une ischémie de grade 3 circonférentielle, il faut faire la colectomie dans la foulée en urgence. C'est bon. Il y avait une autre question là-bas aussi après. Je voulais juste savoir pourquoi vous avez une préférence pour les HNF et pas les HVPM? Alors, parce que c'est probablement un patient qui va se décompenser avec une fonction rénale qui est soit déjà altérée, soit qui est incertaine dans les heures à venir. Et pour gérer ça au mieux, avec en plus peut-être un passage au bloc opératoire, pour gérer ça au mieux, il faut faire des HNF. C'est quand même ce qu'il y a de beaucoup plus facile à gérer dans cette situation-là. Je tiens juste à préciser qu'on a également en ligne le docteur Blais au téléphone. Donc si vous avez des questions également sur sa présentation, elles sont les bienvenues. J'aurais une question claire. Il y avait une question là. Pardon. Vas-y. Merci Olivier pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a une place pour le stenting dans la prise en charge? Alors, oui, ça je ne l'ai pas détaillé parce que ce n'est pas notre... voilà, mais évidemment, la prise en charge, soit radiologique interventionnelle, soit vasculaire interventionnelle, l'idéal c'est d'avoir une salle hybride dans laquelle on puisse faire et des gestes endoluminaux et éventuellement un abord, alors soit pour aller aborder les vaisseaux,
soit pour faire un geste de résection digestive complémentaire. Ça, c'est vraiment, si on a la chance d'avoir ça, c'est quand même l'idéal. Mais effectivement, tout ce qui est abord endovasculaire est certainement plus rapide, mieux, moins traumatique. Quoique les études, en tout cas, mais qui sont maintenant rétrospectives et assez anciennes, ne montrent pas un intérêt majeur en termes de survie à faire de l'endoluminal. Mais bon, c'est quand même, on a l'impression que c'est quand même mieux. Dans votre expérience, à partir de quand vous dites qu'il faut passer sur des soins d'accompagnement et une fin de vie? Parce que là, vous décrivez une population avec une pathologie lourde et assez âgée pour l'ischémie mésentérique. Je pense que ça va tourner autour du grêle court et du prochain topo. Et pour la dame qui est en ligne, c'est de savoir, nous on a eu récemment un cas d'ingestion de caustique sévère chez une patiente, une octogénaire. À partir de quel moment on considère que le devenir est trop précoce et qu'on ne fait pas la chirurgie de résection qu'elle nécessiterait normalement? Donc la question, c'est de gérer le bénéfice-risque chez des patients âgés ou très comorbides. Patients âgés ou qui ont des pathologies déjà très évoluées. Je ne sais pas si... Alice, tu mets le haut-parleur, tu as 250 personnes. Donc, la question, c'était chez le sujet âgé, particulièrement, à partir de quel moment on se dit que le bénéfice-risque d'une chirurgie étendue, d'une résection étendue, n'est pas forcément favorable pour une résection œsophagienne, notamment, ou gastrique. Alors, c'est une discussion qui va être toujours extrêmement difficile et complexe. C'est souvent dans un contexte d'urgence et, comme je vous l'ai dit, d'investissement volontaire. Et donc, en général, malheureusement, à ce stade, on n'a pas de comorbidité. Et donc, vous vous doutez bien que ça va pas être la même chose un patient de 10 ans sans comorbidité et qui reste suicidaire versus un patient de nombreuses comorbidité, mais on a connaissance à ce moment-là. Et donc, en urgence, et bien plus souvent, on va d'abord décider de constater faire opération et souvent faire la résection de prime abord et ensuite voir avec les défaillances d'évolution décider est-ce qu'il faut poursuivre l'évolution de l'évolution du patient et des informations qu'on aura pu recueillir ultérieurement. Ce qu'on entend, c'est que tu parlais de constatation chirurgicale péropératoire. C'est vrai que nous, on essaie d'avoir une discussion pluridisciplinaire, anesthésiste, réanimateur, chirurgien, gastro-entérologue, parfois ORL, en amont de la chirurgie, et on s'accorde sur le niveau de lésion attendu. Si les lésions restent, à notre sens, raisonnables à traiter, on y va. Enfin, on peut discuter autour de la chirurgie, en fait. Et si les constatations chirurgicales sont trop lourdes et importantes, ça peut nous arriver de prendre la décision sur table de ne pas y aller. Voilà. Mais je pense que c'était un peu ce que tu voulais dire, Alice. Mais on essaie de s'accorder en amont, d'avoir l'avis. Le patient, souvent, il est déjà intubé, mais au moins des proches, un peu sur le... Mais c'est vrai que c'est des contextes parfois d'autolyse, donc ça rend la discussion aussi complexe chez le sujet âgé. Et dans certains cas, lorsqu'on décide quand même d'aller au bloc opératoire, on s'accorde un peu sur les constatations chirurgicales qui vont nous amener à opérer ou pas. Et dans certains cas, en tout cas dans notre pratique toulousaine, on peut être amené à ne pas opérer, mais on prend la décision en péropératoire. Voilà. Juste pour la partie ischémie mésentérique, c'est une vraie réflexion parce qu'évidemment, rendre un patient qui a 80 ans, qui est plus ou moins déjà dépendant avec un grêle court, je pense qu'on a rendu service à personne et certainement pas aux patients. Donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant d'avoir une prise en charge qui est très rapide pour limiter la résection et sauver le plus d'intestins possible. Mais je pense qu'il faut qu'on ait tous une réflexion parce qu'on va être confronté à cette situation-là. Oui, il faut qu'on arrive à faire des soins qui soient utiles aux patients in fine quand ils sortent de la réanimation. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est encore la semaine dernière, c'était un gros sujet de friction, savoir finalement est-ce qu'un plus de 80 ans, on laisse 70 cm, enfin on l'opère pour lui laisser 70 cm de grêle. Et pourquoi c'est un sujet de friction? Parce que les gastro, ils les voient derrière et qu'eux, ils disent que finalement leur qualité de vie, elle n'est pas si mauvaise que ça et que nous, on ne les voit pas derrière. Franchement, j'ai du mal à le croire, mais bon, voilà. En tout cas, c'est un sujet de friction. J'ai une question hyper simple. Est-ce que ça vous arrive de les opérer sous anticoagulants? Je fais un parallèle avec la chirurgie vasculaire,
où finalement on opère des malades comme ça sous anticoagulants? Oui, bien sûr. Donc vous opérez les malades, les résections digestives, vous les faites sous anticoagulants? Après, parce que là on parlait de l'héparine, c'est pour ça, et c'est vrai que nous aussi, on a tendance à mettre de l'HNF à la phase initiale mais le fait est qu'on a du mal à être efficace avec l'HNF en fait, rapidement. Et donc finalement, si c'est pour les opérer in fine sous anticoagulants, on pourrait presque leur mettre de l'HBPM. Alors, je crois pas, mais non, ça va être plus facile pour tout le monde de gérer les HNF. S'il y a un geste vasculaire, de toute façon, on va, y compris on peut être amené à faire des bolus d'héparine pendant l'intervention. Ouais. S'il y a un clampage, déclampage aussi. Donc non, enfin la gestion va être quand même beaucoup plus simple pour tout le monde si c'est sous HNF. Ouais. Mais en tout cas, vous les opérez sous HNF parfois. C'est certainement pas un critère pour retarder une prise en charge au bloc opératoire. On est d'accord. Merci. Peut-être la dernière question, puis ensuite on enchaînera. Sur la pause d'ailleurs. Donc, Bonjour, je voulais remercier le docteur Amathieu pour sa présentation et lui demander s'il y avait un objectif tensionnel dans ces take-home messages. C'est un objectif tensionnel classique, 65 de moyenne. Il n'y a pas à faire d'hypotension, en tout cas, pour diminuer le saignement, parce que ça va léser les autres organes. Oui, alors la suite, c'est qu'on va commencer par faire une pause. Donc vous avez café, voilà, de quoi vous sustenter un peu, puis il y a nos partenaires qui sont là, et on se retrouve donc à 11h10 ou 20 à 11h20, retour ici à 11h20.